Le gouvernement burkinabé a décidé le 29 juin 2023 de la hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 30 684 à 45 000 francs CFA. En plus du décret relatif au SMIG, un autre décret portant mise en place et fonctionnement de la Commission nationale de réajustement du SMIG a été adopté. Nous allons donc analyser ce sujet, une bonne nouvelle pour les travailleurs qui verront sans doute leur pouvoir d'achat rehaussé. Et deux invités sont conviés à ce débat pour analyse et commentaires autour de l'actualité qui ont marqué la semaine au Burkina Faso. À ma gauche, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs, Ernest Ouedraogo. Il est le secrétaire général de l'USTB, l'Union syndicale des travailleurs du Burkina. Il est aussi le président du mois de l'unité d'action syndicale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On dit également bonsoir à Toussaint Abel Koulibaly, homme politique qui n'est plus à présenter dans la sphère burkinabé. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Bonsoir, madame. Alors, le décor, il est campé, téléspectateurs. On parle rehaussement du SMIG. Les syndicats, la question, elle vous est adressée, Ernest Ouedraogo. Les syndicats étaient pour une augmentation de 60 000 francs CFA au départ, d'après les explications qu'on a eues. Finalement, on en est à 45 000 francs CFA. Êtes-vous réellement satisfait? Oh, merci, madame. Avant de commencer mes propos, je tiens surtout à présenter mes condoléances à la nation entière, aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés, parce que ces derniers temps, nous avons été encore une fois de plus victimes d'attaques atroces, j'allais dire. Même si c'est rentré dans notre quotidien, on va quand même s'incliner sur la mémoire des Burkinabés disparus. Paix à leurs âmes, courage aux familles. Et j'invite surtout les Burkinabés à ce que ces sacrifices ne soient pas vains, comme on le dit, que l'on sache vraiment que nous avons perdu des frères et ça doit être utile pour nous. Utile, il faut savoir rebondir. Ceci dit, merci à Burkina Info de nous donner cette opportunité. Alors, dans votre présentation, je tiens à relever quelque chose. Vous avez dit que le gouvernement a décidé de l'augmentation du SMIC. Et j'aurais préféré que l'on dise que le gouvernement a acté un protocole d'accord qui a été scellé entre le patronat et les syndicats, notamment l'UAS. Et il faut le dire à tout seigneur, tout honneur, c'est les négociations entre l'UAS et le patronat qui ont abouti à l'augmentation du SMIC. Mais comme le SMIC est quand même relève d'une souveraineté nationale, c'est au gouvernement effectivement de décider et d'acter cela. Mais c'est des négociations entre l'UAS et le patronat qui sont arrivés à l'obtention de cette augmentation. Et je tenais particulièrement à dire merci au patronat. Pourquoi? C'est vrai que nous étions à 60 000. C'est vrai que, comme on le dit en langage simple, c'est bon, c'est pas arrivé, mais nous reconnaissons que le patronat a fait un effort, particulièrement par rapport à la situation nationale, parce qu'aujourd'hui nous savons que beaucoup de nos entreprises sont vraiment dans des difficultés et malgré cela, le patronat a accepté de revisiter le SMIC de près de sa moitié. Parce que de 30 684, nous sommes passés à 45 000. C'est beaucoup. Même si on n'a pas pu avoir les 60 000, nous leur disons merci. Et comme nous on a l'habitude de le dire, ce que l'on peut avoir à travers la bagarre, à travers les va-t-en-guerre, on peut avoir mieux
à travers les négociations. Et une fois de plus, cela vient d'être démontré qu'effectivement, ça n'a pas été des discussions de bagarre. Nous avons fait un travail, nous avons discuté avec le patronat, nous leur avons montré la nécessité de rehausser le SMIC, parce que quand même, quoi qu'on dise, ça participe à la réussite de leur entreprise. Quand on sait que vraiment 30 000 aujourd'hui, avec l'inflation de près de 20%, c'était vraiment comme une goutte d'eau dans la mer. Mais, allez-y. Alors, Toussaint Abel Coulibaly, êtes-vous satisfait, êtes-vous heureux pour les travailleurs en ce qui concerne l'augmentation du SMIC? Bon, avant de parler du SMIC, je vais non pas sacrifier à un rituel, mais je voulais sincèrement m'incliner sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Il y a des civils, il y a des militaires et surtout en grand nombre. C'est l'occasion, c'est bien de pleurer. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je constate que les Burkinabés, chaque jour qui passe, nous sommes de plus en plus divisés. Est-ce que nous allons continuer à nous diviser face à des gens qui sont unis pour nous combattre? Il faut que chacun fasse son examen de conscience et que nous sachions qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Ceci étant, tout ce qui peut améliorer les conditions de vie d'un travailleur, c'est toujours bienvenu, les conditions de vie en général. Qu'on soit employé ou qu'on soit entrepreneur ou simplement simple paysan, tout ce qui simple paysan, c'est une façon de parler. Je pense que ce qui peut améliorer les conditions de vie, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il y a l'applicabilité. Parce que très souvent au Burkina, nous avons des accords, des textes, mais dans leur application, souvent il y a des problèmes. Alors on va revenir à la question de l'applicabilité au cours de cette émission. Je reviens à Ernest Ouedraogo. Lorsque cette nouvelle est tombée, pour beaucoup de travailleurs, cela est synonyme d'augmentation de salaire. Pouvez-vous mieux nous expliquer la plus-value en termes de cette réorganisation, de ce rehaussement du SMIC? Alors, madame, comprenez que le SMIC qui était à 30 684 n'obligeait pas un employeur à aller au-delà de ce montant lorsqu'il recrute un travailleur. Et quand nous prenons, excusez-moi le terme, les petites catégories, c'était vraiment la souffrance. Et compte tenu de la chérité de la vie, nous aujourd'hui, nous réjouissons parce que 15 000 francs, à peu près 15 000 francs de plus, c'est quelque chose. Parce que aujourd'hui, tout employeur est obligé d'aller à un minimum de 45 000. Alors que avant, c'était un minimum de 30 684. Comprenez quand même qu'il y a eu quelque chose de plus. Et quelque chose qui pourra effectivement contribuer à soulager un tant soit peu les travailleurs qui étaient à ce niveau de traitement. Alors ma question elle est, les travailleurs qui ont été recrutés sur la base de l'ancienne valeur du SMIC, oui, et que maintenant on est à un nouveau stade, oui, une augmentation, est-ce qu'il y aura un impact sur leur salaire? C'est ce que beaucoup de travailleurs veulent comprendre. Alors, je pense que c'est basique. On dit le SMIC est à 30 000 et quelques. L'employeur qui a recruté un travailleur à 30 000 et quelques, 30 684, aujourd'hui, de facto, est obligé d'appliquer
les 45 000 minimum. Parce que quand même, c'est la loi qui a décidé ainsi. Voilà pourquoi, lorsque le gouvernement a acté cela, nous pensons qu'il va falloir effectivement faire un travail de contrôle. Et nous invitons aussi les patrons à vraiment appliquer ce qui a été arrêté, puisque c'est un accord entre les syndicats et le patronat organisé. Donc, si effectivement les patrons sont venus à 45 000, c'est qu'il y a eu concertation, il y a eu discussion, il y a eu évaluation, il y a eu quand même une petite étude là-dessus. Donc aujourd'hui, il n'est pas question qu'un patron veuille rester à 30 684 francs comme un salaire minimum. Étant donné que la décision gouvernementale elle est faite, il y a un délai d'application qui est acté. Alors, à l'entame de vos propos, vous avez précisé que cet accord a été conclu entre le patronat et les syndicats. Alors, est-ce que vous voulez dire que le ministère de la fonction publique n'a joué aucun rôle majeur dans les négociations? Alors, pour avoir été un acteur de cette négociation, il n'y avait que deux parties. Il y avait le patronat et il y avait l'UAS. Ça, je peux l'affirmer. Maintenant, c'est une doléance vieille qui avait été signifiée au gouvernement, j'allais dire, élu au temps d'Europe, que nous avons réitéré au temps de Damiba et que nous avons encore réitéré au temps d'Ibrahim. Donc, parce que quand même, le SMIC relève d'une certaine souveraineté. Alors, donc, lorsque effectivement il y a eu l'accord, c'est au gouvernement de décréter l'applicabilité du SMIC. Alors, autre question, une doléance vieille de votre cahier de charges de 2021 qui a été résolue. Est-ce qu'on peut considérer que l'actuel ministre chargé de la protection sociale, qui est l'un des vôtres, est-ce qu'on peut considérer qu'il a réussi avec brio l'épreuve du rétablissement de la confiance entre lui et vous? Parce qu'on sait que c'était assez tendu. Alors, pour ce qui est de l'UAS, nous ne sommes pas dans la dynamique de je t'aime pas. Nous ne sommes pas là pour s'aimer, nous sommes là pour poser des doléances et demander ce qui est faisable. Et le ministre Bassolma est là en tant que membre, en tant que politique, j'allais dire. Nous sommes face à un élément politique, nous avançons nos arguments et nous défendons nos causes. Maintenant, si on trouve un terrain d'entente, ben, tant mieux. Le cas contraire, on continue la discussion. Mais sachez que, au niveau de l'UAS, compte tenu de la situation nationale, l'UAS a fait le choix d'être dans la dynamique de la discussion, de la négociation, au lieu d'être dans le va-t-en-guerre, au lieu d'être dans le tout ou rien. Donc aujourd'hui, il faut, c'est pas parce que je suis syndicaliste, il faut féliciter le monde syndical. La preuve, le climat social, il est calme. Sinon que le gouvernement aurait eu de la peine à travailler. Alors, je reviens à Toussaint Abel Coulibaly. Vous avez évoqué la question de l'applicabilité de cette nouvelle mesure. Dans ce contexte économique qui est le nôtre, comment y parvenir? Comment garantir cette applicabilité? Alors, justement, je pense qu'il vient de donner une réponse tout à l'heure qui comporte des doutes quant à l'applicabilité. Sinon, a priori, on peut dire que c'est facile. Si vous payez quelqu'un à 30 000 et quelques, et que maintenant il faut payer à 45 000, vous avez fait allusion à ceux qui sont déjà employés et payés à partir du SMIC. Donc il faudrait ajouter 15 000 ou quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas évident à faire si on connaît le niveau de civisme des Burkinabés en général. Ce n'est pas évident à faire parce que nous avons beaucoup de textes
qui, au départ, on croit que c'est facile à appliquer et après, on bute à des mauvaises fois, par-ci, par-là. Mais déjà, le fait d'avoir abouti à cet accord, c'est une très bonne chose. Malheureusement ou heureusement, dans nos pays, les lois et les textes ne sont pas collés à des individus. C'est plutôt voilà, des régimes. Ce sont des textes qui sont anonymes. Ailleurs, il y a des lois qui portent le nom de ceux qui l'ont initié, etc., etc. Mais ici, je crois que c'est la collégialité qu'il faut voir, la collégialité syndicale, la collégialité au niveau du patronat et la collégialité au niveau du gouvernement. Et si les acteurs que sont les syndicats et le patronat ont pu s'entendre pour éviter au gouvernement une, je vais dire, une crise qui viendrait s'ajouter à celle que nous vivons déjà, je crois que nous devons les saluer et les féliciter et les encourager à poursuivre dans le sens de ce dialogue. Parce que tant qu'il y a le dialogue, si le dialogue n'est pas rompu, ils finiront par faire appliquer cette loi à partir du moment, bon, je ne sais pas si c'est une loi, ça doit être un texte réglementaire, je crois, puisque ça vient du gouvernement, c'est un texte réglementaire. Donc je crois que on n'aurait pas besoin de surveillance particulière si les gens sont de bonne foi. Alors le ministre de la fonction publique a annoncé des contrôles. On connaît tous les limites des contrôles au sein de l'administration publique et même dans le privé. Alors les craintes, c'est est-ce que ces contrôles vont réellement aboutir à des résultats probants? On s'imagine que les syndicats seront là pour assurer la veille, n'est-ce pas? Alors, merci madame. Nous pensons que aujourd'hui, avec le fait qu'on est organisé, c'est vrai, c'est normal que le gouvernement fasse son contrôle pour voir la conformité des acteurs sur le terrain. Mais il y a déjà qu'au niveau syndical, on peut être saisi par rapport à des comportements qui ne cadrent pas avec ce qui est arrêté. Et nous, en ce moment, nous avons l'inspection du travail que nous saisissons automatiquement pour dénoncer cela. Et c'est inévitable maintenant. Il faut que les travailleurs se syndicalisent pour que, effectivement, l'application des lois du travail, parce que le SMIC, il est dans le code. Donc aujourd'hui, nous demandons aux travailleurs de se syndicaliser. Nous demandons aux travailleurs d'approcher les syndicats pour pouvoir quand même dénoncer un certain nombre de comportements qui ne cadrent pas avec les lois du travail. Voilà. Alors se syndicaliser, on sait également que ce n'est pas toutes les structures qui facilitent cela. Oui. Dans le privé comme dans le public. Nous n'allons pas jeter l'anathème. Il faut essayer. Parce que une chose est de dire oui, bon, le patron ne veut pas qu'on se syndicalise, mais une autre est d'essayer de se syndicaliser pour voir la réaction du patron. Et là aussi, ça peut être dénoncé. Quand un patron, parce que la loi est claire, par rapport à un certain nombre de travailleurs, il faut des délégués du personnel, par rapport à un certain nombre de travailleurs, et les gens sont libres de se syndicaliser, de s'organiser. Voilà. Tout relève de la volonté du travailleur à un moment donné. Vous êtes d'accord? Oui, je suis en partie d'accord, puisque on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être syndiqué en son absence, donc l'initiative doit venir du travailleur. Mais je pense également que le syndicat a un rôle à jouer pour non pas inciter en fonction de l'attractivité du fait de se syndiquer, les retombées par rapport aux conflits sociaux qui ont été réglés antérieurement ou qui se règlent actuellement peut faire une sorte, être une sorte de catalyseur, si on peut utiliser ce mot, pour que les gens aillent vers les syndicats, étant entendu que je ne pense pas que tous les syndicats aient les mêmes
règles exactement. Les modes d'adhésion, certainement, ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a peut-être qui demandent plus que d'autres par rapport à, je ne sais pas, c'est la documentation et autres. Et puis aussi, il y a la réticence des patrons. Parce que c'est vrai que les syndicats sont entendus avec le patronat, mais il y a des employeurs qui sont réticents quand vous parlez de vous syndiquer ou quelque chose de ce genre. Dès le départ, ils sont réticents même à vous faire et à vous engager pour vous donner plus de droits, parce qu'ils se disent que plus vous aurez des droits, plus vous allez revendiquer. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Je voudrais quand même répondre à M. le ministre. Allez-y. Et rassurez-vous, nous avons au niveau syndical une démarche quand même pour approcher les travailleurs. Et je peux vous assurer que nous avons même approché certains patrons qui nous ont facilité la syndicalisation de leurs travailleurs. Et ça aussi, c'est une réalité. Ça veut dire que nous n'allons pas diaboliser les patrons, alors que sur le terrain, nous vivons aussi le fait qu'il y a des travailleurs délibérément qui ne s'intéressent pas à la chose syndicale, sauf quand ils ont des soucis. C'est ça aussi le problème. Nous avons des cas où les gens, quand ils viennent avec leurs problèmes, on leur demande, non, je ne suis pas syndiqué. Bon, ok. C'est vrai, on les accompagne. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Mais même quand on nous dit qu'il y a des patrons qui refusent, toutes les fois que nous avons eu, par exemple, ces exemples, lorsque nous nous approchons le patron, nous avons vraiment la porte ouverte. Alors, se syndiquer, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut aller s'habiller en syndicat pour jouer à la fainéantise, pour jouer aux gangsters. C'est ça aussi le problème. Il faut reconnaître que, de part et d'autre, il y a quand même un gros travail à faire, parce qu'on sait aussi qu'il y a des travailleurs qui pensent que le syndicat est une couverture et qui se permettent tout ce qu'ils veulent. Ça aussi, ce n'est pas normal. Voilà. Alors pour revenir au SMIG, il y a des craintes qui sont émises en ce qui concerne une flambée des prix de consommation parce que le SMIG a augmenté. Est-ce que vous partagez ces mêmes craintes-là? Alors, par le passé, effectivement, quand on remonte dans l'histoire, les augmentations de salaire à un moment donné ont provoqué effectivement des augmentations de prix de denrées, de consommation. Mais c'est aux politiques de gérer ça. Nous pensons qu'aujourd'hui, si effectivement... C'est le lieu d'alerter. Voilà. En amont. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense que les politiques, quand même, ils sont là pour quoi? Et ça fait partie de leur travail, au quotidien. Donc, je pense que si demain, on apprend que le paquet de sucre ou le litre d'huile est passé du simple au double, mais c'est aux politiques de réagir. Ça aussi, c'est leur devoir. Alors, on poursuit ce débat avec un autre sujet qui est aussi inscrit à la liste donc des sujets retenus pour cette émission, le procès Vincent Dabilgou. Alors, tel un feuilleton passionnant et captivant, le procès Vincent Dabilgou retient les attentions des Burkinabés depuis plusieurs jours. Un ancien ministre des Transports poursuivi pour financement occulte de partis politiques, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres. Des accusés comme son directeur des affaires financières du ministère des Transports, Gabriel Serré, se sont donc évertués à déconstruire la ligne de défense de Vincent Dabilgou qui consiste à nier toute implication dans les transactions de fonds effectués et les achats de motos au profit du NTD. Alors les témoignages des opérateurs économiques et des directeurs régionaux du ministère des Transports au moment des faits sont aussi des éléments clés dans ce dossier selon l'avocat du ministère public. Voici donc un peu résumé la situation actuelle en ce qui concerne le procès Vincent Dabilgou. Toussaint Abel Coulibaly, homme politique, un ancien ministre traîné devant les tribunaux pour mauvaise gouvernance. Alors, quel commentaire est-ce que cela vous inspire?
Bon, je pense que si vous m'avez déjà reçu, en ce qui concerne les décisions de justice, quelles soient les décisions déjà prises, c'est vrai que je suis homme politique, mais je suis en même temps auxiliaire de justice. Voilà, un auxiliaire de justice qui commente sur des plateaux des décisions de justice. Il faut avoir le droit de représentation ou être mandaté. Comme un avocat peut commenter des décisions de justice ou même des procès en cours, ils peuvent le faire. Moi, je suis huissier de justice, commissaire-priseur, je n'ai pas de droit de représentation. Donc, je suis très mal placé pour commenter une affaire qui est en cours, on va dire. Alors, vous pouvez donner votre opinion tout de même sur cette affaire qui est en cours, qui est d'intérêt national? Oui, bien sûr, parce que bon, je ne dis pas que je vais faire l'hypocrite non plus. Je ne veux pas parler de l'affaire, ni des partis qui sont en présence. J'ai été, pendant 6 ans, j'ai été ministre. Je sais de quoi il s'agit. Donc, il faut seulement se... Alors, lorsque vous dites de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis de quoi il s'agit, c'est un ministre qui se retrouve à la barre d'un tribunal. C'est pas quand même tous les jours qu'on le voit. Voilà, c'est pourquoi je dis que je sais ce que j'aurais dû dire, je sais ce que ça représente pour un ancien ministre de se retrouver à la barre avec des collaborateurs. Ceci étant pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, même quand je ne l'ai jamais fait. On m'a déjà posé une question sur le procès Sankara. Je n'ai pas plus commenté que ça. Bon, peut-être que certains diront parce que c'est un ancien collègue, de quoi. Non, le procès Sankara était également un procès d'envergure internationale, mais je ne l'ai pas commenté de par ma qualité d'auxiliaire de justice. Maintenant, si on en vient à parler du fait politique en tant que tel, je pense qu'il va falloir que nous trouvions les moyens, que le Burkina trouve les moyens de faire en sorte que la politique ne soit pas une question d'argent. Et ça ne dépend pas que des politiques. C'est-à-dire, nous avons atteint un stade où si vous allez dans un village, allez parler uniquement, on vous tourne le dos. Et on pose la question, mais il est venu parler, qu'est-ce qu'il a donné? C'est les mentalités aujourd'hui au Burkina. N'est-ce pas les politiques qui ont construit cette mentalité-là? Mais il y a des gens dans les villages qui sont plus politiques que ceux que vous voyez. Le problème, c'est ça. Vous arrivez dans des villages, il y a des gens qui sont logeurs de tous les partis politiques. Tous les partis qui viennent dans son village, c'est lui qui les accueille. Si, bon, quelqu'un qui peut être dans 3, 4 partis à la fois, ça, on ne peut pas reprocher ça à l'homme politique qui est venu le voir. C'est une mentalité généralisée qu'il va falloir trouver le moyen, bien sûr en commençant par les hommes politiques. Ce n'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais il faut dire que la cupidité s'est généralisée au point que c'est devenu difficile aujourd'hui de faire... Bon, j'entends des gens dire oui, il faut... Mais ceux qui disent qu'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire. Parce qu'on voit que toute organisation aujourd'hui, quand vous voyez un meeting ici, un meeting là, demandez si les gens sont sortis spontanément. Le spontané est rare au Burkina aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève et qui mène une action de façon spontanée, de façon désintéressée, c'est de plus en plus rare au Burkina. Donc comment on fait pour que les gens puissent être désintéressés au nom de la patrie qu'on veut servir? Bon, ça incombe à tout le monde. Alors, en vous entendant, est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique des politiques qui ont créé des petits monstres qui sont devenus plus puissants qu'eux? Bon, ça peut s'apparenter à ça, parce que ces gens, ces monstres dont on parle,
s'ils sont devenus plus puissants que les politiques, ça veut dire qu'ils sont plus politiques que les politiques. Mais moi, je voudrais qu'on soit regardant sur... je vais illustrer. Si vous conduisez un véhicule et que vous avez les yeux rivés sur le rétroviseur, au lieu de jeter un coup d'œil de temps en temps devant, si vous avez des obstacles à franchir, c'est sûr que vous ne les franchirez pas. On nous apprend, le code de route nous apprend qu'il faut de temps en temps jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, mais les yeux doivent être rivés sur l'avant, c'est-à-dire l'avenir. L'avenir du pays. Je vois qu'ici, on recherche ce que les politiques ont fait, on dit que les politiques ont échoué, sans citer ceux qui ont réussi, puisque s'il y a des gens qui ont échoué, c'est qu'il y en a qui ont réussi. C'est la période des examens. C'est plutôt ceux qui ont réussi qu'on cite, ceux qui n'ont pas réussi, on ne les cite pas. On a l'impression, Toussaint Abel Coulibaly, que vous banalisez un peu... je ne banalise pas du tout. Cette affaire. Je ne banalise pas du tout. C'est-à-dire, je ne suis plus en train de parler du procès. Je parle de façon générale, quelle solution il faut qu'on trouve. Pour la nation. Pour la nation. Parce que dès qu'on parle, on dit non, ce sont ceux qui étaient là. Et dès qu'on parle, on dit ce sont les politiques qui ont échoué. Mais si les politiques ont échoué, au moins on aurait dû nous présenter la classe qui a réussi, puisque la classe politique a échoué. C'est laquelle classe qui a réussi? Et est-ce que les politiques, ils ont travaillé seuls, etc. Donc, cette diabolisation de la classe politique, bon, d'abord, c'est généralisé. On parle de la classe politique. Ça veut dire tous ceux qui font la politique. Il ne viendrait pas à l'esprit, en tout cas à mon esprit, de parler d'une autre classe, de la classe syndicale ou de toute autre classe qui aurait réussi ou qui aurait échoué. Mais pour les politiques, non, on met tout le monde dans le même sac et on dit vous avez échoué pendant que nous avons tous œuvré ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tant que nous n'allons pas nous départir de l'hypocrisie et être en train d'accuser que les autres, c'est les autres, la faute c'est toujours les autres, nous n'avons aucune responsabilité, ça va être compliqué. Même ceux qu'on voit aujourd'hui, comment on appelle, dans la rue, à gauche, à droite, partout, ce sont des gens qui sont mobilisés certainement pour une cause. Mais les gens on voit que c'est de l'argent qu'on dépense pour le faire. Parce que le spontané, justement, le désintéressé, n'existe plus. On peut avoir des patriotes, mais les patriotes désintéressés, c'est rare. J'ai déjà dit ça, je ne sais pas si c'est sur votre micro, sur votre antenne. Ernest Ouedraogo, la position de Toussaint Abel Coulibaly est bien comprise. Alors, quelle est la vôtre en ce qui concerne ce procès? Un ancien ministre qui est devant les tribunaux pour mauvaise gouvernance. Alors, je m'excuse, mais j'ai écouté avec intérêt le développement du grand frère ministre. Mais c'est discutable. Tout à fait. Quand on dit que les politiques ont échoué. Parce qu'en réalité, le Burkina, si on le prend à l'instant T, c'est l'armée qui a échoué. Parce que c'est l'armée qui a géré ce pays plus de 50 ans. Faites le décompte depuis les indépendances. C'est l'armée burkinabé qui a échoué. Parce que c'est elle qui a géré ce pays. Maintenant, elle a, à un moment donné, basculé de l'armée vers la politique. Et tous les politiciens qui étaient là, quand on prend les 27 années de Blaise, tous les politiciens qui étaient là faisaient de la politique militaire. Ils faisaient de la politique selon la vision du ténor qui était là. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas... Moi, je pense que ce serait une bêtise de dire que les politiciens ont échoué. Non. Ils n'ont jamais gouverné ce pays longtemps. Alors là n'est pas le... Maintenant, quand on revient au procès d'Abilougo, quand même j'ai une préoccupation. On juge quoi? Le financement occulte du parti ou la gestion de Dabilougo? Et moi, pour ma part, cette cour n'est pas habilitée à juger vraiment de la gestion de Dabilougo, puisque c'est une haute cour de justice qui devait juger la gestion de Dabilougo. Alors ce débat a été tranché, on a vu le Conseil constitutionnel qui a fait sortir une note pour
prouver que la Cour est habilitée pour tenir ce procès. Mais pourquoi on n'a pas jugé Bouddha en son temps? Non. Moi, je pense que évitons de tailler les choses parce que c'est nous qui sommes aux affaires. Il faut tailler les choses selon les lois qui sont là. Parce que je me dis que demain ce procès peut être remis en cause. Parce qu'aujourd'hui, si on doit juger de la gestion de Dabilou en tant que ministre, c'est une haute cour de justice. Soit les forts du moment, je le dis et je le précise, peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est le wait and see. Alors, ce que vous avez dit est très bien compris. Mais les faits présentés lors de ce procès, oui, les faits expriment autre chose. Les faits, elles expriment une mauvaise gouvernance. Ça, mon appréciation par rapport aux faits, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable parce que, sincèrement, on était loin de s'imaginer que les choses se déroulaient ainsi. Ça, c'est mon point de vue aussi. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Mais comme la République a construit les choses. Est-ce que les propos de Toussaint Abel Coulibaly peuvent justifier cela en expliquant que c'est le peuple même qui est devenu avide d'argent et qui pousse pratiquement, si j'ai bien compris ses explications, qui pousse pratiquement les dirigeants à commettre certains méfaits? C'est l'appétit naît en mangeant. Et ça, je peux dire que si les politiciens ont commencé pour dire que on a les moyens, votez-nous. Mais de plus en plus, les gens vont réclamer ceux qui ont plus de moyens. Et ceux qui veulent être élus sont obligés effectivement de se faire beaucoup plus de moyens. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Allez-y. Vous avez parlé de... Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. D'accord. Voilà, en fait, je n'ai pas exactement dit que c'est la position des uns et des autres, des militants, qui poussent les hommes politiques à mal agir. Okay. Et plutôt à dépenser. Parce qu'on peut... Moi, je me rappelle qu'en 2012, j'étais obligé de faire un prêt bancaire pour aller en campagne. Parce que, à un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais pas faire campagne si je ne contractais pas un prêt. Et le prêt, des années après, vous êtes en train d'éponger le prêt pendant que les élections sont passées. Ça aussi, ce sont des réalités qui existent. Donc, il n'y a pas que tout l'argent qui est mis dans la politique n'est pas constitué de malversation ou de supposée malversation, devrais-je dire. Ce qui n'est pas le cas pour ce dossier-ci. C'est de ça qu'on parle. Bon, encore faut-il attendre que ça aboutisse pour qu'on sache réellement. Moi, je suis à distance comme tout le monde. Je n'ai pas plus d'éléments que ça. Vous êtes journaliste, donc certainement vous êtes mieux informé que moi. Mais toujours est-il que j'insiste pour dire que nous avons vraiment un travail collectif à faire pour amener les gens, les Burkinabés, à se dire que les programmes, c'est-à-dire les Burkinabés d'aujourd'hui. À l'époque, on a tendance à dire que tout ce qui est ancien est mauvais au Burkina. Mais à l'époque, quand nous étions encore très jeunes, nous étions même enfants à l'école primaire, nous avions nos parents qui étaient soit PRA ou RDA et qui étaient fiers d'avoir un bonnet ou une chéchia et voyager à travers toute une province pour manifester son appartenance à tel parti. Et c'est plutôt les militants de ces partis-là, ces grands électeurs-là, qui mobilisaient les gens pour voter pour leur candidat. C'était l'inverse.
Aujourd'hui, quand le candidat va, il faut qu'il apporte quelque chose. C'est comme ça se dit dans les... Voilà, qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Bon, est-ce qu'il a apporté quelque chose? Bon, on finit par aller chercher quelque chose, à aller s'endetter comme moi je l'ai fait. Et bon, on se retrouve dans des problèmes longtemps après les élections parce que simplement, on a voulu se faire élire. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se faire élire. Mais si on ne se fait pas élire, s'il n'y a pas de député, il n'y a pas de gouvernement, c'est qui gère le pays? Mais vous conviendrez que si toutefois les explications données étaient avérées, les témoignages qui ont été faits autant par les témoins que par les accusés sont avérés, c'est assez grave de détourner des deniers publics pour les investir dans une campagne électorale, selon ce qui a été présenté. Ah, je vois que vous ne lâchez pas l'affaire, hein, madame. Non, mais permettez-moi de revenir. C'est un fait qu'on est obligé des fois de sourire pour des choses qui sont assez graves. Parce que personne n'aimerait être dans cette situation. Mais permettez-moi encore une fois de ne pas commenter vraiment le procès qui est en cours. Un procès qui est en cours, je pense que, bon, même si le verdict avait été déjà rendu, je n'allais pas le commenter. À plus forte raison, des débats qui sont en cours. Et c'est des témoignages entre anciens collaborateurs. Alors, on a compris votre position, mais restons toujours dans le cadre de ce procès d'Abilgou pour parler des réformes en ce qui concerne le code électoral. Parce qu'ici, on parle de financement occulte de partis politiques, ce qui relève du code électoral. Alors, ma question est, en ce qui concerne les réformes qui devraient être mise en place justement pour la relecture du code électoral. Est-ce que vous estimez que, vu donc ces situations qui sont présentées au cours de ce procès, est-ce qu'on doit aller vers le plafonnement des dépenses, des financements et des sources de financement, identifier plutôt, autant pour moi, les sources de financement des partis politiques et des campagnes électorales et plafonner ces financements-là? Absolument. Pour qu'il y ait plus de transparence et tout. Absolument. Si on peut arriver à le faire, ça serait une bonne chose non seulement de plafonner, mais de faire en sorte que on justifie que ce soit de l'argent public ou pas, parce qu'actuellement, là où le bas blesse, c'est qu'on ne justifie que l'argent public qu'on a reçu. Voilà, le reste des dépenses de campagne, on ne les justifie pas auprès d'une... c'est auprès de la Cour des comptes, l'argent public est reçu. Et si c'est mal dépensé, vous n'avez pas de reçu ou vous n'avez pas justifié à temps, ça va jusqu'à la radiation et vous n'avez plus de financement public. Mais si on se limite au financement public, le financement public est insignifiant. Quelqu'un ne peut pas se faire élire à partir du financement public. Parce qu'il y a un exemple, quand vous allez aux élections municipales, pour un candidat conseiller municipal, l'État vous donne 1250 francs pour faire élire quelqu'un comme conseiller municipal. Bon, comment vous pouvez faire élire quelqu'un avec 1250 francs? C'est l'État qui prévoit ça. Et les gens sont obligés d'aller chercher de l'argent privé qui n'est pas contrôlé. Or, l'argent qui est contrôlé, il est facile à justifier d'ailleurs, puisqu'il n'est pas... c'est pas important. Donc, les gens, c'est les financements privés qui sont plus importants dans les campagnes que les financements de l'État. Là où le bas blesse déjà, c'est là. Il faut que l'État ait les moyens, non seulement de plafonner, mais de contrôler les sources de financement des choses, comment on appelle? Des partis politiques. Des partis politiques. Et aussi la période de campagne. Bon, il ne suffit pas d'interdire les gadgets pour que ça revienne sous une autre forme. Bon, il y a beaucoup de tests qu'on prend qui sont contournés et au vu et au su de tout le monde. Et bon,
La dernière fois, dans le code électoral, il était interdit les gadgets étaient interdits. Mais on a vu qu'il y a eu des gadgets sans que l'État ne réagisse. Bon, et ça, c'est pas la faute de l'homme politique. Si l'homme politique, lui, il met tout en œuvre pour se faire élire. Donc, c'est le lieu de dire qu'il ne faut surtout pas faire des réformes politiques à la hâte. Parce que le code électoral, moi je me souviens que c'est en 2000 ou en 2002, en 2008, qu'il y a eu un consensus autour du code électoral, là où on a introduit la proportionnelle au plus fort reste. Ça a apaisé les tensions depuis cette époque, parce qu'avant, c'était à la plus forte moyenne. Donc, il y a des partis qui raflaient tous les sièges et autres, et les autres se retrouvaient dans le rôle de manifestants, ou en tout cas de contestataires. Cela a permis d'apaiser avec le plus fort reste. Il y a des partis dits petits qui se sont retrouvés à l'Assemblée et tout, et ça a un peu réparti le pouvoir. Si on veut relire le code électoral ou tout autre acte qui sous-tend les élections, il faut que cela soit consensuel et que ça ne soit pas taillé sur mesure. Parce que si un texte électoral est taillé sur mesure, il renferme les germes des conflits. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui de conflits parce que actuellement on parle de révision de textes, soi-disant, ce que j'ai appris, pour introduire des réformes, des propositions qui pourraient éviter les coups d'État ou quelque chose de ce genre. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne vois pas en quelle formulation on pourrait mettre dans un texte pour, à moins que ce pouvoir ne soit banni ou que, sinon, limiter ou interdire les coups d'État, ça ne peut pas être l'objet d'une réforme. Les réformes doivent se trouver ailleurs. Et ce sont ces réformes-là qui évitent les coups d'État, parce qu'il y a la bonne gouvernance, etc., etc. Il n'y a pas l'attrait du pouvoir. Comme il a dit, l'attrait du pouvoir aujourd'hui au Burkina est tel que chacun, à partir de l'endroit où il se trouve, se dit potentiellement il doit gérer une portion du pouvoir. Quel que soit le lieu, il doit gérer une portion du pouvoir. Surtout avec la communalisation intégrale, vous allez partout, il y a des élus. Donc je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, parce que déjà, je profite de l'occasion, déjà on veut faire des réformes, les partis politiques, les activités des partis politiques sont suspendues, de même que les activités des organisations de la société civile. Malheureusement, comme d'habitude, les textes au Burkina s'appliquent à ceux qui veulent être disciplinés. Donc, il y en a qui appliquent les textes qui ne font pas d'activité, et il y en a qui n'appliquent pas les textes qui font des activités presque tous les jours. Et qui ne sont pas sanctionnés. Voilà. Et c'est ça aussi le Burkina, des 2 poids 2 mesures. Alors, Ernest Ouedraogo, le plafonnement des financements et campagnes électorales, est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que c'est une solution, la solution justement pour éviter tout ce qu'on peut voir? Bon, j'avoue que, vous savez, le Burkina n'est pas le seul à vivre ces choses, même les pays qu'on a copiés connaissent ces soucis de plafonnement, parce que, bon, on sent que tel ou tel autre parti n'a pas respecté, mais au Burkina c'est vraiment assez criard. Mais il faut reconnaître aussi que ce que le gouvernement met à la disposition, c'est dérisoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en fonction aussi de nos revenus. Alors, moi je pense qu'il faut un travail de conscientisation même de toute
de tous les Burkinabés, et notamment de la classe intellectuelle politique aujourd'hui, parce que quand même, nous avons un devoir vis-à-vis de ce pays. Et malheureusement, nous nous servons plutôt que de servir le pays. Et en tout cas, pour ce qui est de ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on raconte au niveau du procès, c'est assez criard. Maintenant, effectivement, il faut une réflexion nationale, mais une réflexion inclusive, qui va faire en sorte que tous les acteurs puissent effectivement se prononcer. Parce que seulement décréter le plafonnement, c'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, effectivement, le pouvoir actuel envisage des réformes. Mais c'est vraiment une interpellation. Évitons les réformes directionnelles. Parce que au Burkina aussi, on sent que quand certaines autorités veulent réformer, c'est à leur propre intérêt, pas seulement au Burkina, même en Afrique, on a vu tout de suite au Mali, les réformes posent problème. Parce qu'on sent que, bon, écoutez, je ne sais pas, c'est le colonel veut rester, donc il faut faire des réformes qui puissent permettre à ce que le colonel au Mali reste. Je pense qu'il faut que nous évitons ce piège-là, parce que ça ne va rien nous apporter et ça ne ferait que aggraver notre situation. Parce que vous ne pourrez pas aussi faire taire les autres éternellement. Ce n'est pas possible. Vous pouvez les faire taire à un moment donné, mais vous ne pourrez pas les faire taire éternellement. Donc, ça va engendrer, et ce sera une roue qui est là, qui tourne, mais on n'avancera pas. Voilà. Est-ce que la transition est le moment propice pour opérer les réformes au niveau du code électoral? Alors, vous savez, comme la Cour constitutionnelle les a investis, on va dire quoi? C'est ça aussi. Ouais. La Cour constitutionnelle les a investis, donc on va supporter. Alors, autre question. Le procès d'Abilgou, je sais que vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus, mais j'ai tout de même toujours des questions à ce propos. Est-ce que ce qui a été dit ne contribue pas à diaboliser davantage la classe politique? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que ça contribue à diaboliser la classe politique. Quand j'écoute ce qui est dit, ce qui est retranscrit à travers la presse, les réseaux sociaux, bon, à un moment donné, je me pose des questions de savoir il y a des choses que je lis, je me demande quel intérêt on a à dire certaines choses. Vraiment, quand on a été collaborateur, je crois qu'il y a des choses qu'on... si on a été vraiment des collaborateurs sincères, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire l'un de l'autre. Ceci étant, plus justement il y a des anecdotes de ce genre, plus ça réjaillit sur la classe politique, la fameuse classe politique, qu'on ne cherche jamais à individualiser, mais qu'on garde toujours à dessein, de façon collective. Bon, quand bien même les personnes les plus sincères arrivent à dire, bon, si on parle de la classe politique, il y en a qui ont mieux, qui sont sortis. Par exemple, quand on parle de la classe politique, diabolisée, si on parle des faits qui sont présumés, on ne dira pas que c'est tous les hommes politiques qui sont dans cette situation. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont jamais été ministres, qui ont très souvent été députés ou maires, mais qui n'ont jamais été ministres. Donc, il y a des hommes politiques même qui n'ont jamais été élus, parce qu'ils n'ont jamais cherché à se faire élire. Bon, tout ça, ce sont des hommes politiques, mais toujours est-il que, en cette période-là,
où la classe politique était déjà diabolisée, c'est pas une bonne chose. Maintenant, il nous appartiendra en tant qu'hommes politiques de ne pas prendre ça comme un mal. Quand on vous accuse de quelque chose, démontrer que vous n'êtes pas. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand on vous mesure à un récipient, il faut non seulement le remplir, mais déborder. C'est-à-dire, si on dit que la classe politique, bon, c'est la magouille, non, c'est pas de la magouille. Il peut arriver par moment qu'il y ait des gens à qui on reproche quelque chose, mais ça ne peut pas être un comportement général de la classe politique ou alors des reproches qu'on peut faire à l'ensemble de la classe politique, quand bien même, encore une fois, je ne parle pas du procès qui est en cours. Alors, je parle de façon générale. Alors on vous suit bien, on vous comprend bien. Vous êtes contre donc la généralisation de certaines brebis égarées pour en faire une généralité, c'est ça? Oui, justement, aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Burkina. Il y a le fait de stigmatiser ou d'exclure. Ce sont les effets, parce que je vois qu'au niveau de la lutte que nous menons contre la rébellion, il y a des gens qui justifient pourquoi ceux qui sont chargés même de combattre les rebelles, ils justifient pourquoi les gens ont pris les armes. En même temps qu'ils les combattent, ils disent oui, ils ont raison parce que les gens qui étaient là avant ne leur ont pas donné du travail. C'est pourquoi ils ont pris les armes. Bon, cette généralisation, cette stigmatisation, le bouc émissaire, c'est quelque chose qui ne nous fait pas avancer du tout. Donc il faut éviter de généraliser. Par exemple, quand on a parlé de la classe politique, M. Ouedraogo, lui, il a plutôt trouvé d'autres personnes qui ont échoué, les militaires. Vous voyez, quand on parle de ce point, on dira que la classe politique a échoué, les militaires ont échoué, les architectes ont échoué, les syndicalistes ont échoué. Donc, on passe le temps à s'auto-exclure, à s'exclure les uns et les autres, à se stigmatiser. Et finalement, sur quelle base nous voulons mener le front contre ce qu'on appelle terrorisme? Mais ça ne devrait pas être une raison pour que certains n'assument pas leurs responsabilités lorsque des faits sont avérés. Mais bien sûr, chacun doit assumer ses responsabilités. Chacun doit assumer ses responsabilités. Alors nous sommes au terme de ce débat. Merci à vous, Ernest Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous dit également merci à Toussaint Abel Koulibaly pour vos éclairages et vos analyses sur les différents sujets qui ont été retenus pour ce débat.